Les cultures humaines sont toujours en mouvement. La question est de savoir si ce flux est entièrement aléatoire ou s'il suit un schéma général. Percevoir le sens de l'histoire est une question de point de vue. Si nous considérons l'histoire en suivant le cours des événements à travers les décennies ou les siècles, il est difficile de dire si elle avance vers plus d'unité ou de diversité. Pour comprendre les processus du long terme, il faut considérer les millénaires. De là, les choses deviennent claires. L'histoire progresse implacablement vers plus d'unité. Aujourd'hui, nous sommes habitués à penser la planète comme une seule unité. Mais le plus clair de l'histoire, la Terre était en fait une galaxie de mondes humains isolés. Prenez la Tasmanie, une île de taille moyenne qui s'est détachée du sud du continent australien environ 10 000 ans avant notre ère. Quelques milliers de chasseurs-cueilleurs restèrent sur l'île et ne devaient plus avoir de contact avec d'autres êtres humains jusqu'à l'arrivée des Européens au XIXe siècle. Pendant 12 000 ans, personne ne sut que les Tasmaniens étaient là et ils ne savaient pas non plus qu'ils n'étaient pas seuls au monde. Ils vivaient dans un monde à part. Creusons la question. Combien de mondes humains différents ont-ils coexisté sur Terre? Environ 10 000 ans avant notre ère, notre planète en comptait plusieurs milliers. En moins 2000, leur nombre avait fondu et se comptait désormais en centaines, tout au plus quelques milliers. En l'an 1450, leur nombre avait encore plus fortement diminué. À cette date, juste avant l'âge de l'exploration européenne, la Terre comptait encore un nombre significatif de mondes nains, comme la Tasmanie, mais près de 90% des hommes vivaient dans un seul mégamonde, le monde afro-asiatique. Les majeures parties de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique étaient déjà rattachées par d'importants liens culturels, politiques et économiques. Aujourd'hui, la quasi-totalité des hommes partagent le même système géopolitique, la planète entière est divisée en États internationalement reconnus, le même système économique, les forces du marché capitaliste façonnent jusqu'aux coins les plus reculés du monde, le même système juridique, droits de l'homme et droit international prévalent partout, au moins théoriquement, et le même système scientifique. En Iran, Israël, Australie ou Argentine, les experts ont exactement les mêmes idées concernant la structure des atomes ou le traitement de la tuberculose. Lorsqu'on conçoit cette humanité qui tend à s'unifier comme une entité globale, on constate son besoin de structuration en groupe, communauté, tribu, nation, et l'on note l'existence de corps intermédiaires précieux pour amortir la violence en offrant appartenance, représentation et médiation. Au-delà de nos particularismes, de nos différences, de nos indispensables racines, ces corps intermédiaires génèrent un vivre ensemble supportable. Mais pour quel projet commun? Nous sommes écologiquement, biologiquement, politiquement solidaires, c'est indéniable. Mais de quelle solidarité parlons-nous? Quel corps social souhaitons-nous former? Alors nous voilà réunis pour notre 6e soirée, Construire l'unité. C'est une étape tout à fait essentielle. Nous voyons se croiser ici le processus d'unification de l'humanité avec une démarche d'émancipation des personnes. Et nous allons voir justement comment les principes de cette unité sont en train d'évoluer sur un plan politique. Alors pourquoi? Déjà, pourquoi l'unité c'est important? Parce qu'on a vu que l'humanité est interdépendante, les peuples sont interdépendants. Les réponses que construisent Sapiens ne sont pas des réponses individuelles, ce n'est pas une addition de réponses individuelles, c'est une réponse qui est à la fois communautaire et personnelle. Donc ça c'est un enjeu de survie. Et c'est pourquoi la question de l'unité n'est pas anodine pour l'humanité. Parce qu'un peuple qui se divise, qui se disperse, eh bien d'une certaine manière, il va vers sa mort. Donc nous voyons cette coévolution qui touche à la fois l'homme et l'humanité, une sorte de lente maturation qui nous permet de passer progressivement de cette humanité éparpillée à une humanité à l'échelle de l'ensemble de la planète. Mais alors au début, les principes de cette unité, ils sont d'une certaine manière organique. On voit bien que c'est l'unité autour de la parenté, autour de la filiation, autour de la hiérarchie, voire de la domination, l'esclavage. C'est l'unité contre, créée par la violence. C'est l'unité par la séparation entre ceux qui sont à l'intérieur, nous, les autres, à l'extérieur, les purs, les impurs. Voilà. Donc, au fond, ces principes d'unité vont être, d'une certaine manière, mis à mal ou transformés progressivement par le lent processus d'émancipation des personnes. Alors,
le principal vecteur d'émancipation qui intervient, c'est d'abord tout le message judéo-chrétien. D'abord avec Abraham qui est une personne à qui on dit « va, lève-toi, quitte le pays de tes pères et va vers un pays que je te ferai connaître ». Voilà. Donc là, il apparaît en tant que personne. Et puis, bien sûr, avec le christianisme, cette émancipation s'accomplit avec la liberté introduite par le Christ, la liberté qui vient, au fond, transgresser les lois, les règles, la pureté, l'impureté, ce que je touche, ce que je ne touche pas, qui vient pardonner, donc libérer, qui vient, au fond, couper les liens malsains qui peuvent exister à l'échelle d'une famille. Voilà. Tout ça, c'est un facteur d'émancipation, mais qui, dans une période beaucoup plus récente, à partir de la Renaissance, va donner, au fond, le projet moderne, c'est-à-dire c'est le moment où l'homme, finalement, s'émancipe et de la nature et de Dieu. Et donc, en s'émancipant, au fond, il se brise, il se fracture en individus, et ces individus, aujourd'hui, eh bien, ont la plus grande peine à trouver leur unité. Ils la trouvent à travers des mécanismes de marché, mais dans lesquels il reste des individus, ou des mécanismes collectifs, d'État, d'intérêt général, mais dont le principe, finalement, leur est extérieur. Voilà. Donc, ce projet, cette émancipation, on va dire, tardive de l'humanité, puisqu'il s'agit, au fond, depuis la Renaissance de 5 siècles, 2 siècles depuis la Révolution industrielle, eh bien, nous amène progressivement dans une situation, au fond, de très grand ébranlement de l'homme, de la planète, et nous voyons aujourd'hui que ce projet moderne est confronté à un échec, et de plus en plus de voix aujourd'hui sont à la recherche de voies de sortie de ce projet. Alors, cette voie de sortie, au fond, ça va être un chemin de réhumanisation, ça va être de retrouver finalement la possibilité d'une autre forme d'unité qui est, elle, qui vient de chaque homme, qui est fondée sur un agir commun, c'est-à-dire une capacité des personnes à la fois prendre en charge leur propre bien, mais aussi le bien de leur communauté, et cette fois-ci, pas parce qu'ils sont tenus de l'extérieur ou par des règlements ou par des marchés, mais bien parce que ensemble, ils veulent construire une société vivante et humaine. Et voilà ce carrefour auquel nous sommes aujourd'hui et qui est précisément le principal enjeu de l'écologie humaine, c'est de nous amener vers ces chemins de reconstruction de cette humanité. Comment construire l'unité dans les sociétés humaines ? En fait, ce que montre l'anthropologie depuis des siècles, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'unité sans qu'il y ait un objet de cristallisation qui conduit les différents acteurs à se conjuguer, se coordonner à partir d'un objet qui leur échappe. Donc il faut qu'il y ait un facteur de cristallisation dans une société, et c'est ça qui va construire l'unité. Ce facteur, il peut être positif ou il peut être négatif. Alors, il peut être positif lorsque, par exemple, on se donne un projet qu'on considère comme participant au bien commun ou à l'intérêt de chacun, peu importe, ce projet étant défini, et vous voyez qu'il est transcendant à chacun des groupes, une coordination pourra s'organiser, et donc une unité pourra se produire à partir de la définition et de l'atteinte de l'objectif lié au projet. Donc le projet, positivement, le projet peut être social, il peut être politique, il peut être économique, il peut être personnel, en tout cas c'est ce qui transcende les intérêts individuels. Et puis il y a une autre façon de créer l'unité d'un groupe, et c'est René Girard qui l'a mis en évidence dans une thèse très célèbre, c'est par défaut l'objet de transaction, l'objet transcendantal, l'objet qui nous permet de nous cristalliser, de cristalliser le groupe, c'est un bouc émissaire. Alors comment ça se passe? René Girard montre ça. Pour le dire rapidement, nous avons des désirs, mais nos désirs se heurtent toujours aux désirs des autres. Je désire, mais toi aussi tu le désires, et donc nous désirons les mêmes choses. Et même plus nous désirons les mêmes choses, et plus notre désir pour la chose désirée, y compris par l'autre, s'accroît. Il n'y a pas de désir individuel, le désir est toujours lié à une société. Et dès lors, un premier élément de cristallisation d'un groupe, ça peut être le fait de désirer les mêmes choses. Mais si on se met à désirer les mêmes choses, le risque, c'est précisément de ne pas créer l'unité, mais de créer la discorde et la violence. Pour empêcher la violence, le groupe spontanément, explique René Girard et montre René Girard, le groupe spontanément va désigner un bouc émissaire. C'est-à-dire un des acteurs du groupe va être désigné comme le fauteur de trouble, celui par lequel la violence arrive. Et donc tout
toutes les inimitiés, les violences interindividuelles, parce que les désirs ne sont pas satisfaits, vont se coaliser contre le bouc émissaire, vont désigner le bouc émissaire comme le facteur du trouble, et donc on va le tuer. Et ce que montre Girard, c'est que une façon de créer l'unité dans une société, c'est paradoxalement le meurtre et la violence. Et la violence dépassée par le meurtre d'une victime. Il montre que dans toute société primitive, il y a la désignation de ce bouc émissaire et sa mise à mort, et ensuite la civilisation n'est jamais que la mise à distance du sacrifice. Et on va sacrifier symboliquement des personnes, on va désigner des boucs émissaires symboliques qui seront malgré tout, pour eux, des boucs émissaires physiques. Donc vous voyez deux façons de créer l'unité d'un groupe, positivement en se donnant un projet, proyecto en latin, c'est-à-dire je me jette en avant, on se jette en avant parce qu'on cristallise à partir d'un objet de transition qui est positif, ou négativement par la violence, parce qu'on désigne un d'entre nous comme le bouc émissaire, celui par qui le scandale arrive et celui qu'il faut tuer. Alors un exemple concret, un exemple très évident dans une entreprise, l'entreprise peut cristalliser les énergies à travers un projet qu'elle juge positif, et donc chacun va trouver sa place, sa coordination par rapport à ce projet. Ou bien la même entreprise peut cristalliser l'énergie à partir d'un bouc émissaire, celui qui ne travaille pas assez bien, celui qui est sous-performant, et c'est l'exclusion du bouc émissaire qui va créer l'unité de ceux qui restent. Dans la même équipe, dans la même entreprise, on aura les deux. On aura à la fois des modalités créant l'unité positivement par le projet, et aussi, parce que c'est anthropologiquement fondé, cette violence qui est en nous, et aussi une tendance à désigner des boucs émissaires pour retrouver pour évacuer avec lui la violence collective, la violence, les tensions entre nous, et trouver momentanément davantage de paix. Donc, dans la vie sociale, vous trouverez 1000 exemples. Le projet de la nation ou la désignation d'une partie de la population comme bouc émissaire. On a connu ça dans l'histoire, on connaît toujours ça dans l'histoire d'ailleurs. Dans une famille, il peut y avoir le projet collectif de la famille ou une personne de la famille considérée comme le vilain petit canard, celui par qui soit le malheur collectif arrive, et on a tous entendu dans des histoires familiales cette possibilité de désigner le bouc émissaire. Donc, toute société, anthropologiquement, est fondée sur cette double nature, la nature positive, la nature lumineuse de l'unité, et la nature sombre, la nature ténébreuse de l'unité. Et il faut savoir, en nous, dans nos comportements, et collectivement, discerner le moment où, parce que l'unité positive n'arrive pas à être constituée, alors on va chercher des boucs émissaires pour trouver de l'unité négative, de l'unité par la violence, de l'unité par l'expulsion de la violence, de l'unité par le sacrifice du bouc émissaire. C'est à nous de le trouver en tant que citoyen, en tant que membre d'une famille, en tant que membre d'une collectivité, et de savoir discerner le moment où on ne sait plus dire positivement pourquoi nous sommes ensemble, alors nous allons trouver des moyens négatifs de nous unifier. Alors, la famille est-elle le lieu de l'unité? C'est difficile de parler de la famille parce que c'est largement elle qui nous explique. Et comment l'expliquer? C'est largement elle qui explique la société qui a tendance à vouloir protéger la famille alors que c'est largement la famille qui l'a fait et la famille aussi qui la protège. Cependant, si on regarde les choses en face, si on revient au réel, on peut se rendre compte que la famille, c'est le lieu par excellence de la confrontation, voire du conflit. Et c'est ça qui fait tout son intérêt, parce qu'il faut vivre cette confrontation, il faut sans doute vivre ces conflits pour pouvoir apprendre à travailler pour la paix. Confrontation d'abord entre un homme, une femme, dans leurs différences, et s'ils veulent ne faire qu'un, s'ils veulent conduire ensemble leur bateau, ce catamaran à deux coques, l'une et l'autre fragiles, incapables d'aller en haute mer, si ce catamaran ils veulent le conduire loin, il va falloir affronter des tempêtes, puis il va falloir se caler l'un sur l'autre, et ça demande de résoudre sans cesse des conflits, sans se dissoudre dans l'autre. Donc déjà, il y a cet enjeu majeur d'assumer et de dépasser le conflit lorsque on souhaite magnifiquement créer une famille. Et puis ensuite, il y a ces enfants,
on peut espérer qu'il y en aura, et qui, déjà, même s'il n'y en a qu'un seul, n'a pas choisi ni ses parents, ni sa famille, ni, comme le dit la chanson, les trottoirs de Manille, ou de Paris ou d'Alger. Et s'ils sont plusieurs enfants, ben, ils vivent ensemble avec des personnes qui n'ont pas choisi et avec des frères et sœurs qui n'ont pas choisi, avec des âges, le plus souvent, sauf gémellité, différents, ce qui nécessite sans cesse d'arbitrer. Cette rampe de lancement vers la liberté, qu'est la famille, est toujours en mouvement. Quand on parle de famille traditionnelle, ça me fait un peu rire, parce que la famille est toujours en mouvement. Les parents le savent bien, qu'ils découvrent sans cesse qu'ils doivent arbitrer entre des postures, des intérêts, des besoins qui semblent différents. Donc la famille, c'est une structure politique par excellence où on recherche le bien commun, le bien de chacun et le bien de tous. Et pour ce faire, eh bien, les parents sont comme des magistrats, magistrats souverains. J'aime bien dire qu'il y a un tribunal paritaire homme-femme, et c'est pas pour rien, pour essayer d'affronter et de résoudre ces conflits, ces tensions inhérents à la vie de famille. Notons par exemple l'adolescent qui lui-même a des conflits intérieurs, qui étouffe à l'intérieur de sa famille et qui crève de froid à l'extérieur, eh bien les parents, de manière ajustée, vont sans cesse essayer de prendre des décisions souveraines pour donner ou pas telle ou telle autorisation. Et c'est eux qui vont décider. L'État ne fait irruption dans cette famille que s'il y a une très grave maltraitance. Et sinon, c'est ses parents qui vont porter leur enfant vers la liberté de manière ajustée. Voilà. Dans la famille, c'est donc au fond l'art de résoudre des conflits et donc de bâtir la paix. C'est pas étonnant si à la fin de la vie, comme d'ailleurs dans les moments de crise, mais spécialement on peut penser à la grande dépendance ou à l'approche de la mort, la famille reste la valeur refuge, celle vers laquelle on va, celle dont on a besoin de recevoir comme une sorte de bénédiction, ou en tout cas de pardon. C'est pas anodin, la famille est à la fois la source des plus grosses blessures et bien sûr le lieu où on va pouvoir penser, PAN, ces blessures. Et c'est un signe qui ne trompe pas de voir que la famille, qui est le lieu d'émergence de notre être, est aussi le lieu ultime autour duquel on a besoin d'être présent pour être enfanté à la mort.